Activation du protocole Gaïa. Démarrage du processus de déblocage climatique dans 3, 2, 1. Protocole Gaïa opérationnel. Bienvenue à tous les sujets de type Homo sapiens présents dans cette salle. Je m'appelle Gaïa. Je suis une intelligence artificielle développée assez brillamment pour accompagner votre espèce face à l'urgence climatique. Vous participez actuellement à un protocole dont le but est de lever les blocages individuels et collectifs qui empêchent votre espèce d'agir à la hauteur des circonstances. Avant que n'apparaissent dans vos métabolismes les premiers signes d'ennui, attaquons la première phase du protocole. Activation du scan. Préparez-vous, un sujet test va être sélectionné. Sujet numéro 17. Veuillez vous présenter sur scène, s'il vous plaît. Sujet 17. Sans vous mettre la pression, des indicateurs biologiques suggèrent une certaine impatience de vos congénères. Ah, franchement, vous pouvez pas sélectionner quelqu'un d'autre? J'aime pas spécialement me donner un spectacle. Et puis je suis sûre que d'autres ont des blocages plus intéressants que les miens, non? Ma mission ne se résume pas à lever vos blocages personnels, mais ceux de l'ensemble des sujets Homo sapiens présents dans cette salle. Et malgré la confusion engendrée par la structure scénique de la salle, il ne s'agit pas de vous donner en spectacle. Le protocole nécessite simplement l'intervention d'un sujet humain. Et si je refuse? Erreur système, sujet test non coopératif. Ok, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Non coopératif. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Avancez-vous sur scène. Après, je pourrais retourner m'asseoir? Dès que vous ne représenterez plus d'intérêt pour le bon déroulé du protocole. Sujet numéro 17, prenez place en position assise dans le scanner neuroexploratoire. Camille, je m'appelle Camille en fait. Prenez place en position assise dans le scanner neuroexploratoire. Sujet 17. Ok. Vous parlez du fauteuil avec la lumière, j'imagine? Précisément. Oh là là, c'est à tout le monde et tout. Il y a un micro. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, désolée, je tremble. 1, 2, ah ouais, c'est bon. Ok. Chers sujets, vous pouvez découvrir en ce moment même des images issues directement du cortex cérébral du sujet test numéro 17. Non mais sérieusement, la loi RGPD, elle s'applique pas aux données cérébrales? Je vais extraire un dilemme climatique du cortex cérébral du sujet 17. Il nous servira de base pour la première phase du protocole. 3, 2, 1, extraction. Les projections mentales que vous pouvez observer illustrent le dilemme du sujet 17 sur le choix de sa destination de vacances. Non mais ça va la vie privée? Le dilemme est le suivant. Doit-elle passer 2 semaines dans une maison de campagne située à 1 heure de train ou un séjour aux Canaries? Si on compare l'impact carbone de ces deux décisions, le résultat ne prête pas spécialement à interprétation. Le séjour à la campagne est la solution écologiquement viable. Sujet 17. Puis-je me permettre une question indiscrète? J'avais pas l'impression que la discrétion soit au cœur de vos préoccupations. J'imagine que votre réponse ironique suggère l'affirmative. Pourquoi hésitez-vous alors que votre cortex semble sensibilisé aux enjeux climatiques actuels? Je peux être honnête? L'honnêteté n'était-elle pas au cœur de vos préoccupations? Très drôle. En vrai, je vais peut-être choquer, hein, mais moi j'ai du mal à comprendre pourquoi je devrais me priver des vacances aux Canaries alors que, disons-le franchement, c'est foutu, non? Après tout ce qu'on entend, le dernier rapport du GIEC, tout ça, on va tous mourir, non? C'est signé. Franchement, il y en a encore qui ont de l'espoir, qui pensent qu'on peut encore s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'activer le module d'interaction. Ah d'accord, c'est-à-dire? Vous pensiez résoudre la crise climatique seul? L'engagement collectif de votre espèce est un levier central pour dépasser vos blocages. Quand vous ressentez le besoin de comparer votre point de vue à celui de vos congénères, le module d'interaction s'active automatiquement. Chaque sujet dans la salle peut alors participer au processus de déblocage en se positionnant via le boîtier de vote à sa disposition. Ok, cool. Du coup, qui pense qu'on peut encore s'en sortir? Sujet, saisissez-vous de vos boîtiers, c'est à vous d'intervenir.
Bon, ben, moi j'ai quand même du mal à voir pourquoi on se bat, ce qu'on peut encore faire. Non mais Camille, t'es sérieuse là? Luna? Alors là, on a une petite discussion à avoir. T'attends 2 secondes, j'arrive. Ah, celle-là, si je m'attendais... Plaisir. Ça fait 2 mois qu'on parle de vacances éco-friendly dans une ferme en permaculture. Et toi, tu lâches devant tout le monde que tu sais pas pourquoi tu te bats? Désactivation sonore. Excusez-moi, sujet 17. Cette intervention ne fait pas partie du protocole. Il semblerait que ce soit une sorte de bug. L'analyse indique que c'est une projection résiduelle de votre ami. Un résidu mental qui s'accroche à votre dilemme. Ok, bon. Et toi, c'est pas ta spécialité, le dérèglement climatique? T'as pas un avis? Je ne suis pas habilitée à faire preuve d'esprit critique. Mais le protocole prévoit un module d'expertise. Souhaitez-vous l'activer? Ben, au point où l'on est, vas-y, lance le module d'expertise. Activation du module d'expertise. 3, 2, 1... Bonjour Camille, bonjour à tous. Donc c'est vrai que nous avons déjà beaucoup de réchauffement climatique. Nous avons déjà atteint 1,1 de réchauffement global lors de la dernière décennie. C'est beaucoup, c'est plus que ce que nous avons jamais eu lors des 100 000 dernières années. En plus, ce réchauffement est irréversible pour de nombreuses générations humaines. Donc, le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère, des centaines à des milliers d'années. Il y a des impacts importants déjà. Par exemple, au niveau des événements extrêmes, nous avons une augmentation des canicules, des précipitations extrêmes et aussi des sécheresses dans certaines régions. En fait, toutes les régions du monde sont touchées par une augmentation de certains événements extrêmes et on peut vraiment dire qu'aucune région n'est épargnée. Maintenant, ce qui est en jeu, c'est ce qui va se passer lors des prochaines décennies. Si nous pouvons limiter nos émissions additionnelles de CO2, nous pouvons stabiliser le réchauffement global à peu près 1,5 degré. Si nous ne faisons rien, si nous continuons en fait avec le même mode de vie, nous allons avoir encore plus de réchauffement, 2 degrés et peut-être même 4 degrés. Maintenant, toute fraction de degrés compte en fait pour toute augmentation supplémentaire du réchauffement global. Nous avons plus de changements des événements extrêmes. Pour prendre un exemple, pour les températures extrêmes, les canicules, des événements qui auraient eu lieu seulement une fois tous les 50 ans sans notre influence sur le climat sont déjà maintenant 5 fois plus fréquents. À 1,5 degré, ce serait 2 fois plus fréquent que maintenant, et à 2 degrés, c'est 3 fois plus fréquent. Par ailleurs, nous avons aussi des autres impacts, par exemple des impacts sur la biodiversité, sur la survie des espèces. Nous avons déjà certaines espèces qui sont touchées d'extinction à cause du réchauffement global. Nous avons aussi plus de risques sur la sécurité alimentaire, avec à 2 degrés plus de risques d'avoir les différentes régions du monde qui sont touchées par des événements extrêmes par rapport à 1,5 degré. Donc ça vaut vraiment la peine de limiter nos émissions dans les décennies à venir, mais déjà maintenant, puisque toute tonne de CO2 que nous pouvons éviter signifie moins de réchauffement global et donc moins de changement des événements extrêmes. Coquito, viens ici ma puce. Viens Un là. problème, sujet 17? Vous semblez étonnamment silencieuse pour un primate ayant une aptitude particulière au langage. Ben, c'est juste que quand on s'y penche vraiment, c'est un peu... Inspirant? Non, j'aurais plutôt dit déprimant. Mais il n'y a pas un truc à faire, une solution pour résoudre le problème à la racine Mais bien sûr qu'il y en a des solutions. Désactivation sonore. Encore un ami à vous? Oui, c'est Thomas. C'est marrant parce que c'est pas du tout la première personne à qui j'aurais pensé pour parler du dérèglement climatique. Mais ça serait bien qu'on l'écoute quand même, Gaïa. Réactivation. Comment on a fait quand il a fallu franchir une mer pour la première fois? On a pris une hache, on a coupé 3-4 tilleuls, et on a construit un bateau. Comment on a fait contre la rage? Bah on a inventé le vaccin. Comment on a fait quand on a voulu partir en vacances au paradis? Eh ben on a pris un moteur, on l'a mis sur une aile et ça a fait un avion. Jusqu'à maintenant, c'est toujours débrouillé pour s'en sortir, quand on était dedans. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, vu le niveau de la science, ce serait différent. S'il y a des gaz qui réchauffent, il doit bien y avoir des gaz qui refroidissent. Non? Avec des amis comme ça, je comprends que ce ne soit pas simple dans votre réseau neuronal. Je t'entends à cette distance, R2D2. Je peux lancer un antivirus si vous voulez. Quoi? Non, mais pas d'antivirus, c'est mon pote quand même. Bon, Thomas est limite parfois, mais là, il pose une vraie question. Est-ce que la technologie peut nous sauver? Alors, peut-on compter sur le progrès technologique? Non, c'est la technologie qui nous a mis là-dedans. Jaune, bien sûr, il y a toujours des solutions technologiques.
Bon, et toi, Gaïa, en tant que protocole scientifique, t'en penses quoi? Soyons précis, sujet 17. Je ne suis pas un protocole, mais la pointe de la technologie en matière d'intelligence artificielle, voire d'intelligence tout court, qui gère un protocole de déblocage climatique. Mais passons. Non seulement je suis juge et partie, mais mon code ne me permet toujours pas de développer un esprit critique. Ça, c'est plutôt censé être le job de votre espèce, sujet 17. Franchement, tu crois pas que tu gagnerais un peu à sortir des jupons de tes développeurs? Je te demande juste un avis, hein. D'après mes données, de nombreuses initiatives techniques sont envisagées pour lutter contre le réchauffement planétaire. La captation du CO2 dans l'atmosphère, par exemple. Orca, la première usine de captage de carbone, a été inaugurée en Islande le 8 septembre 2021. Elle devra capter 4000 tonnes de CO2 par an et est alimentée à l'énergie géothermale. D'autres expérimentations comme celle-ci vont voir le jour, mais pour l'instant, rien n'est envisageable à grande échelle pour enrayer le phénomène. Il y a aussi évidemment les solutions de remplacement des énergies fossiles, que tout le monde connaît. Leur utilisation est bien évidemment centrale dans la construction d'une société durable. Et enfin, il y a moi-même, une technologie de pointe pour vous aider à faire les bons choix. L'intelligence artificielle et le machine learning pour comprendre l'état du climat actuel, prédire les prochains événements météorologiques ou pour minimiser l'impact des activités humaines. Mais en réalité, aucune de ces technologies, et même l'ensemble des technologies humaines actuelles, ne sont capables d'enrayer complètement le processus de dérèglement climatique. Je n'intègre pas de module de divination, mais statistiquement, parier là-dessus ne semble pas à la hauteur de votre intelligence, même biologique. Ça veut dire que la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter, c'est changer vos modes de vie pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Attends, ça fait 15 fois que je t'entends parler des modes de vie, mais qu'est-ce qui cloche exactement? Il y a un humain qui pourrait parfaitement répondre à votre question. Activation du module d'expertise. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Le problème avec nos modes de consommation, c'est qu'ils ne sont pas durables. Ça veut dire quoi? C'est que collectivement, nous voulons consommer toujours plus et sans frein. Nous déplacer plus vite et plus loin. Il y a 2 fois plus d'avions dans le monde qu'il y a 15 ans. Renouveler plus vite notre garde-robe. On garde nos vêtements 2 fois moins longtemps. Regarder plus de vidéos sur Internet. C'est les 3/4 des flux de données aujourd'hui. Acheter le dernier gadget. Mais tout ça n'est pas neutre sur l'environnement. Parce qu'un geste aussi simple que cliquer pour acheter un produit fabriqué en Chine, ça déclenche tout un processus. La fabrication du produit, le flux de données sur Internet, le transport jusqu'à votre boîte aux lettres, et à chaque fois, ça consomme de l'énergie. Et malheureusement, ces énergies, c'est d'abord des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, qui génèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Et vous l'avez compris, il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre, et vite. On pourrait se dire, remplaçons tout ça par des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien. Mettons des véhicules électriques. Ça aidera sûrement, mais ça n'ira pas assez vite. Le temps de faire tout ça, il sera trop tard pour la planète. Alors il n'y a pas d'autre solution. Il faut re-questionner nos modes de consommation. Est-ce que je peux consommer autrement en gardant la même qualité de vie? C'est cette question qui nous fait rentrer dans la démarche de sobriété. Je dois travailler, mais est-ce que j'ai besoin d'aller au travail en prenant ma voiture? Il n'y a pas des transports en commun? Je peux peut-être télétravailler? À la cantine, je vais me faire plaisir, mais est-ce que j'ai besoin de manger de la viande tous les jours? À la maison, si j'ai froid, je peux mettre un pull. Je peux aussi me renseigner sur les aides pour rénover mon logement. Et partir en vacances, qu'est-ce qui est le plus important? L'endroit où je vais ou les personnes avec qui je vais être? Voilà, vous l'aurez compris, on peut réinterroger notre consommation dans tous les secteurs. Mais il faut agir vite, chaque geste compte, alors changeons nos modes de consommation tout de suite. Bon, on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt, hein. Je crois que c'est râpé pour les Canaries. Je suis pas contre la petite séance de flagellation, on y prend pas mal de plaisir là, mais... Camille, pourquoi ce serait à nous de sacrifier nos vacances? Moi, perso, j'ai déjà une voiture électrique. J'en connais qui se dérangent pas pour dégazer aux 4 coins de la planète pendant ce temps. De qui tu parles? Les Chinois par exemple. Ils construisent une centrale à charbon tous les mardis, je vois pas pourquoi ce serait à nous de faire des efforts et pas eux. Non mais je rêve. Déjà, je trouve ça un peu hypocrite de critiquer les autres sur ce qu'on s'est permis de faire pendant des siècles. Ouais, mais nous on savait pas. Ouais, mais maintenant on sait. Et tout le CO2 qu'on a dégagé pendant tout ce temps, on oublie. On n'assume pas nos responsabilités. On s'en va. Oh, t'es mignonne. Bravo. Si je peux me permettre, c'est pas quelques dizaines de millions de personnes qui vont faire la différence face à plus d'1 milliard, ma cocotte. Ma cocotte. Bah oui, c'est toi, ma Ok, cocotte. très bien. Bah, bien sûr que t'as l'air d'une Ma poule. cocotte. J'ai l'air d'une cocotte. Donc, j'ai l'air Oui, t'es une d'une poule. poule. Le championne d'Europe des poules. Ah, super. Ouais, c'est Par contre, c'est une vraie question. Est-ce que c'est à nous de sacrifier nos vacances?
me semble pas si simple. Est-ce qu'il serait pas temps de faire appel à un module d'expertise, Gaïa? J'aime quand vous prenez les choses en main, sujet 17. Activation du module d'expertise. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors, ce n'est pas évident de répondre à la question de savoir qui est le plus responsable du changement climatique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une seule réponse possible à cette question et tout va beaucoup dépendre de l'unité de mesure qu'on choisit. Par exemple, est-ce qu'on considère uniquement la responsabilité actuelle ou est-ce qu'on considère aussi la responsabilité historique? Parce que la plupart des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, ils ont été émis au siècle dernier, voire même au siècle d'avant. Dans les années 60, l'Europe représentait 40% des émissions de gaz à effet de serre et l'Asie 16 ou 17%. Et aujourd'hui, ce rapport s'est complètement inversé. L'Asie représente environ 45% des émissions, tandis que l'Europe n'en représente plus que 15%. Mais pour autant, la responsabilité historique de l'Europe est évidemment beaucoup plus importante que la responsabilité des pays asiatiques qui n'ont émergé qu'il y a quelques années. Et surtout, nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de façon exponentielle depuis les années 60, à la fois en Europe, mais aussi évidemment en Asie, notamment à cause de l'émergence de la Chine et de l'Inde. Une autre question fondamentale, c'est de savoir si on prend en compte les émissions par pays ou si on prend en compte les émissions par habitant. Si on regarde les émissions par pays, c'est la Chine qui est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre. Tandis que si on regarde les émissions par habitant, à ce moment-là, c'est le Qatar qui porte la plus lourde responsabilité. Autre question, est-ce qu'on prend en compte uniquement les émissions qui sont produites sur un territoire donné ou est-ce qu'on prend en compte également les émissions importées, c'est-à-dire les émissions qui sont liées à des produits qui sont fabriqués ailleurs, mais qui sont consommés dans un pays particulier? Certain que beaucoup des biens qui sont fabriqués en Chine, on le sait bien, ne sont pas consommés en Chine. Et donc, selon la question qu'on va considérer, il va y avoir plusieurs réponses possibles. Mais en réalité, il faut bien se souvenir que pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faut ramener l'empreinte carbone de chaque habitant de la planète à 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 2 tonnes, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, ça peut représenter ceci. Ou alors cela. Et selon les pays, selon les modes de vie, évidemment, chacun va faire des choix différents. Et donc ce qui est important, au fond, ce n'est pas tellement de se demander qui doit agir d'abord et de se rejeter sans cesse la responsabilité les uns sur les autres. Parce que si on n'agit pas tous ensemble, si on se rejette la responsabilité, à ce moment-là, on n'aura aucune chance de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Merci François Gémen pour cet éclairage. Bon, tu vois Thomas, en fait, on n'a aucune chance, quoi. Bah ouais, faut réduire la population mondiale. Oula, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu veux tenir 2 tonnes de CO2 par an? C'est impossible. Alors que si on était 2 fois moins, on pourrait viser les 4, ça me paraît déjà plus cohérent. Donc, parce que t'as pas envie de te limiter, tu veux limiter la population mondiale. Et comment tu comptes t'y prendre, Thomas? Je sais pas, en limitant les naissances déjà. Ah ouais? Ouais, pourquoi pas? À première vue, ça peut paraître absurde, mais ça mérite qu'on se pose la question, non? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une politique de natalité? Du coup, Gaïa, est-ce que c'est quand même pas la solution? Beaucoup de membres de votre espèce voient cette solution comme une solution miracle, même si elle pose ce que vous nommez des problèmes éthiques. Mais c'est une fausse façon de voir le problème. En réalité, plus un pays est développé, plus il émet de gaz à effet de serre, et moins ses habitants font d'enfants. La population a donc tendance à se réduire d'elle-même, mais pas les émissions. Voyons les choses autrement. Si les presque 8 milliards de spécimens humains présents sur Terre avaient le même mode de vie qu'un Qatari, qui a le mode de vie le plus polluant, il faudrait diviser la population mondiale par 12,5 pour garder une élévation de la température globale de 1,5 degré Celsius. Ce qui ne ferait plus que 600 millions d'humains sur Terre, soit à peu près la population cumulée de l'Europe et de la Russie.
Si vous viviez tous comme des Américains, il faudrait diviser la population mondiale par 9. Si vous viviez tous comme en Belgique, vous pourriez être 1 milliard sur cette planète. En revanche, votre population pourrait rester la même si vous viviez tous comme la moyenne des Boliviens. Vous pourriez même être 100 fois plus nombreux si la totalité des habitants de cette planète émettait autant de CO2 que les Éthiopiens, qui d'ailleurs ont un taux de natalité largement supérieur aux Qataris. Bon, bah je crois qu'on comprend la logique. La solution de Thomas était complètement stupide, c'est ça? Je ne dirais pas qu'elle est stupide, je dirais qu'elle souffre d'un cruel déficit de pragmatisme. Si on voit les choses d'un point de vue scientifique, peu importe combien d'êtres humains sont présents sur Terre, l'important reste la façon dont ils vivent. Non mais franchement, ça vous paraît si compliqué de s'organiser au niveau mondial pour changer nos modes de vie? Oh pardon, je croyais que c'était une blague au sujet des COP. Quoi, les COP? Tu parles des réunions annuelles sur le climat, c'est ça? Exactement. Attendez. Je vais vous faire un petit dessin, c'est toujours plus parlant. Alors, cette ligne représente toutes les COP depuis 1995. Tu suis, Luna? Et cette ligne représente les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on peut voir de façon assez flagrante quand on regarde d'un peu plus près, c'est que les COP n'ont absolument rien changé. Que dalle. Et je peux pas faire plus scientifique comme analyse. Peut-être que si les gouvernements tenaient leurs engagements, les COP auraient changé quelque chose. Ah ouais? Et comment tu fais pour demander à des gens qui sont élus pour 5 ans de faire passer des mesures liberticides et impopulaires qui n'auront d'effet que dans 70 ans? Avec une guillotine verte? Si ça tenait qu'à moi, oui. Mais il y a d'autres solutions, et heureusement. Par exemple, Donner le pouvoir à Greta Thunberg. non. Commencer par déclarer l'état d'urgence climatique, ce serait pas du luxe. On l'a fait pour le Covid et le terrorisme. Alors pourquoi pas pour la plus grande menace qu'ait jamais connue l'humanité? Allez, c'est reparti. Bon, je vous laisse régler ça entre vous. On va trancher de notre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les systèmes démocratiques sont adaptés aux enjeux climatiques? Croyez-vous au système démocratique pour faire face à l'urgence climatique? Oui, bleu, la démocratie représentative reste le meilleur système. Jaune, non, une dictature verte serait probablement plus efficace. Et rouge, pourquoi pas donner le pouvoir aux scientifiques? Bon, moi je pense qu'en vrai, ce que disait Thomas n'était pas complètement stupide. Les enjeux dépassent complètement les mandats. Mais est-ce qu'on pourrait pas améliorer les systèmes d'une manière ou d'une autre ou... Bien évidemment, sujet 17. Il existe bien d'autres alternatives. Activation du module d'expertise. Dag Camille, dag iedereen. Als we iets aan het klimaat willen doen, zullen we ook iets aan onze democratie moeten doen. Want het klimaat is iets nieuws en onze democratie is eigenlijk al heel oud. En wij doen onze democratie voornamelijk via verkiezingen. En verkiezingen, dat is positief, want dan zorg je ervoor dat er telkens nieuwe mensen, om de 4-5 jaar komen er nieuwe mensen in het systeem. Maar het nadeel is, het winnen van de verkiezingen om de 4-5 jaar zorgt ervoor dat het soms moeilijk is om op langere termijn na te denken. Het is niet gemakkelijk om over 2100 na te denken als je de verkiezingen van 2024 moet winnen. Dus dat is een probleem. Hoe kan je die langere termijn helpen als je vastzit in een korte termijn systeem? Gelukkig bestaat er een oplossing. En die oplossing heet burgerpanels. En dat betekent dat we nog altijd verkiezingen gaan doen, want we hebben politici nodig. Maar daarnaast gaan we er ook voor zorgen dat we aan loting gaan doen. En met loting vorm je een burgerpanel. En bijvoorbeeld in Frankrijk heeft president Macron dat vorig jaar geprobeerd en dat was eigenlijk een heel interessant idee. Hij heeft 150 burgers uit heel Frankrijk, uit alle rangen en standen samengebracht. En die mensen hebben 7 maanden lang de tijd gehad om te leren, om te luisteren en om na te denken over het klimaat voorbij de verkiezingen van 2024. En echt om de langere termijn te dienen. En het voordeel is geweest, die mensen wisten misschien minder dan de politici, maar ze hadden wel de vrijheid om, los van de dwang om verkozen of herkozen te worden, echt na te denken van, wat moet er nu gebeuren? En die hebben een ongelooflijk interessant pakket aan voorstellen geformuleerd. Echt heel ambitieus, heel sterk. Jammer genoeg heeft de Franse politiek daar weinig mee gedaan.
Goed, het was een eerste keer. We moeten dat opnieuw gaan doen. We moeten dat in elk land, elk jaar gaan doen. En we moeten er vooral voor zorgen dat politici en burgers veel beter samenwerken. Want dan kunnen ze de lange termijn en de korte termijn combineren. Ok, admettons, on arrive à changer les systèmes. C'est quoi la mesure à prendre? Punir ceux qui consomment trop ou mal? Tu peux dire les riches, tout simplement. On va pas tourner autour du pot. Oh là 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 là, les clichés, c'est pas possible. Y a que les riches qui roulent en diesel? Et les pauvres, ils font du vélo? Bah déjà, quand t'as du mal à boucler tes fins de mois, c'est plus difficile de faire des sacrifices que quand tu roules en SUV. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est plus facile de chauffer un appartement de 50 mètres carrés qu'un hôtel particulier de 300 mètres carrés avec 6 mètres de hauteur sous plafond. Donc oui, quand t'es pauvre, t'as pas le luxe de polluer comme un riche. Et tu dis pas du tout ça parce que tu t'endors depuis ton adolescence en lisant Das Kapital. Bah figure-toi que c'est très apaisant, Marx, tu devrais essayer. Mais j'ai des chiffres à l'appui. Les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions, alors que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 10%. Ben là, Luna marque un point, hein. Même si j'ai du mal à comprendre la logique de ce que tu fais avec ta laine et tes carottes. Ça Ouais. C'est de la microéconomie circulaire. Tu te renseigneras? Ouais. Bref. Peut-être que si je payais 4 fois plus cher mon voyage aux Canaries, ben j'y réfléchirais à 2 fois avant d'y aller. Alors la solution serait de taxer la consommation des plus riches, ça les inciterait à consommer moins ou mieux, et puis ça pourrait financer le développement d'énergies alternatives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, faut-il faire payer les plus riches? Bleu, oui. Jaune, non. J'entends déjà des réponses. Bon, du coup, Gaïa, est-ce qu'on a trouvé la solution? Est-ce que le problème vient des riches, en fait? Oui, effectivement, Luna a raison. Les 10% les plus riches au monde sont responsables à eux seuls de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bah oui, jusque-là, logique. T'as plus d'argent, tu consommes plus, tu pollues plus. Mais de là à polluer autant que les autres 90%? Ce qui fait vraiment la différence, c'est leurs habitudes de consommation. Par exemple, voyager en avion est déjà catastrophique pour l'environnement. Mais c'est encore pire en classe business, puisque moins de personnes bénéficient de ce voyage. Ouais, et j'imagine qu'un voyage en jet, c'est une bombe climatique, non? Tout à fait, tout comme les croisières. Mais aussi les grandes superficies habitables, les repas à base de viande, les produits laitiers. Attends, je suis pas sûre de comprendre, t'as pas besoin d'être millionnaire pour manger du yaourt. Y a pas un bug dans ton système, là? Bonne nouvelle, sujet 17. Les 10% les plus riches au monde, c'est vous. Enfin, une majorité de sujets présents dans la salle, d'après les données de carte bleue utilisées pour l'achat des billets. Il faudrait vraiment que tu te renseignes sur la législation de la protection des données, Gaïa, hein. C'est pas le moment de changer de sujet, Camille. On touche au cœur du problème, là. Et c'est quoi le cœur du problème, là? C'est si dur à admettre. C'est toi, c'est Thomas, c'est tous les gens qui sont dans cette salle. On a tous une responsabilité collective dans tout ce qui se passe. Allez, on y revient. Vous reprendrez bien une petite louche de flagellation? Je sens qu'on va se taper la rengaine sur la responsabilité du consommateur. Je pensais même pas que le mot responsabilité fasse partie de ton vocabulaire, Thomas. Parce que tu crois qu'on m'a déjà demandé si j'étais d'accord pour que mes chaussures soient fabriquées à l'autre bout de la planète? Pour moi, c'est les entreprises qui sont responsables de comment elles fabriquent. Et pour qui elles les produisent, tes chaussures? Pour mes lapins? Si on arrête de les acheter parce qu'on ne cautionne pas le système, les entreprises changeront leur manière de produire. Ah, c'est marrant ça. Quoi? Ah, très drôle. Ah, d'accord. Ah oui, Ah, c'est oula. dingue. Ouais. C'est très C'est drôle. vachement bien. Ben là, Luna, tu marques un point. Mais je sais que t'as raison, mais c'est super compliqué. On sait tous qu'on devrait changer, mais déjà, il faut trouver des solutions. C'est difficile à trouver, et puis il faut prendre le temps de mieux choisir. Et ça coûte plus cher. Oui, et aussi, c'est plus dur. Et à trouver, et ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est si difficile pour une entreprise de changer, alors que tout le monde est conscient du problème, non? Je crois que j'ai un module d'expertise qui pourrait parfaitement répondre à votre question. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Les entreprises, pour opérer leur transition écologique, ont besoin de financement, d'investissement et de couverture d'assurance. Le problème, c'est que les acteurs financiers augmentent peut-être leur financement aux énergies renouvelables et aux solutions, mais continuent d'augmenter leur financement aux énergies fossiles et aux activités incompatibles avec une transition écologique.
On a mené une enquête et on s'est rendu compte que les 60 plus grandes banques au niveau international ont accordé 3 800 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles depuis que l'accord de Paris a été adopté, dont 1 500 milliards rien qu'aux 100 entreprises qui développent le plus de nouveaux projets dans le secteur du charbon, du gaz et du pétrole. Parmi ces banques se trouvent des banques américaines, des banques asiatiques, mais aussi des banques européennes et notamment des banques françaises, qui ont pourtant la réputation d'en faire plus sur le climat que leurs pairs au niveau international, mais ont presque doublé leur financement aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Le grand problème, c'est que les acteurs financiers savent bien que sur le long terme, ils ont intérêt à agir parce que l'inaction va coûter beaucoup plus cher que l'action en matière climatique. Et le PDG d'AXA disait dès 2015 en réalité qu'un monde à 2 degrés est assurable, mais un monde à 4 degrés ne l'est pas. Donc c'est bien même leur marché et leur capacité à opérer qui est en risque. Le problème, c'est que leur mode opératoire reste fondé sur le très court terme, et sur le très court terme, financer les énergies fossiles, c'est toujours profitable. Qu'est-ce qui vous perturbe, sujet 17? Ben, c'est flippant. Pourriez-vous préciser la nature de votre ressenti? Tu trouves pas qu'il y a de quoi flipper? La technologie ne nous sauvera pas. Les systèmes politiques semblent inadaptés, les changements nécessaires carrément irréalisables, on est tous responsables du problème, et les banques financent notre propre disparition. Une supercalculatrice devrait comprendre pourquoi c'est flippant. C'est pas pour ça que t'as été conçu? Comprendre les humains? À quoi tu sers en fait? En tant qu'observateur objectif, j'ai plutôt l'impression que ce qui effraie les membres de votre espèce, c'est l'inconnu. Oui, ben, quand l'inconnu c'est soit l'apocalypse, soit le Moyen-Âge, excuse-moi de me ranger du côté de mes congénères, quoi. Bah, sinon, ça devient invivable ici. Sinon, il reste Mars. Oh, mais ferme-la, ferme-la, Thomas, maintenant. J'en ai marre. Écoute Camille, vraiment, je suis passée par là avant toi, donc je peux t'en parler en Oui, mais connaissance- toi aussi, tais-toi avec tes airs de « j'ai tout compris avant tout le monde ». Franchement, il y en a marre de tout ça. Payer pour entendre un grippin me dire qu'on a presque aucune chance, c'est bon, quoi, On a merci. raison, sujet 17. Votre réaction est normale. C'est courant quand on arrive à la fin du protocole. Ben, finis-le sans moi, ton protocole. Mais Camille, Vous voulez vraiment baisser les bras maintenant? C'est peut-être votre dernière chance de participer à la survie de votre espèce. Bon, ok, mais je te préviens, hein, si c'est déprimant, moi je sors, je grimpe dans ma bagnole et je fais des tours de rond-point jusqu'à ce que je crame tout mon réservoir, t'as compris? Entendu. Activation du module d'expertise. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Les amis, on est en train d'arriver à la fin d'une histoire, d'un récit que les humains se sont racontés ces dernières décennies. Une histoire qui a considéré que la croissance économique était plus importante que tout le reste. Plus importante que de raser les forêts, plus importante que de vider les océans, plus importante que de laisser des êtres humains vivre dans des conditions déplorables pour fabriquer des téléphones, pour abattre des animaux. Et ce récit, qui est fait vraiment de matérialisme, de consumérisme, qui nous a fait croire que plus on allait gagner d'argent, plus on allait posséder d'objets, plus on allait avoir de progrès techniques et plus on allait être heureux, est en train de se heurter aux limites physiques de la planète. Avec la crise écologique qui est à la fois faite du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Tout ça nous oblige à inventer une nouvelle histoire, à construire un nouveau récit. Et ce récit, à mon avis, pourrait s'appuyer sur l'idée que nous sommes des vivants parmi les vivants. Que tout ce que nous avons autour de nous, ces forêts, ces montagnes, ces mammifères, ces insectes, ce n'est pas de la matière inerte que nous pouvons exploiter jusqu'à plus soif pour faire marcher la chaudière de la croissance économique. C'est un tissu dans lequel nous sommes enchâssés. C'est grâce au monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut respirer, qu'on peut manger. Et donc regarder le monde de cette façon-là va nous obliger à transformer notre façon de faire de l'industrie, à transformer notre façon de faire de l'économie, à transformer notre façon de faire de l'urbanisme, à inventer un monde où les indicateurs de succès de nos civilisations sont différents. Ça ne sera plus la croissance du PIB, mais peut-être que ça deviendra la santé, par exemple. Ce qui nous obligera à regarder le système économique, le système social, le système sanitaire, mais aussi l'état de santé des écosystèmes. Chacun d'entre vous peut y participer, à la fois dans sa vie de tous les jours, dans sa façon d'acheter ou de ne pas acheter, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de manger. Vous pouvez aussi y participer grâce au métier que vous faites.
c'est quand même un des endroits du monde où on a le plus de contributions. Donc choisir un métier qui participe à réinventer le monde. Et enfin, en participant à des dynamiques collectives. À la fois des dynamiques sur votre territoire, mais aussi en essayant d'avoir un impact et une influence sur les grandes orientations politiques et économiques. D'après mes indicateurs, votre processus de déblocage est effectif. Votre cerveau entame la construction d'une nouvelle perception des choses. C'est mon cerveau qui produit ces images? Pas seulement, sujet 17. Elle représente le travail d'imagination collective qui se déroule actuellement dans la salle. C'est la première étape de la construction commune d'un futur désirable capable de remplacer vos modes de vie actuels. C'est dingue! Vous pouvez rejoindre vos congénères, sujet 17. Votre présence sur scène n'est plus nécessaire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas et Luna? J'ai remarqué que leur petite rivalité semblait amuser les Homo sapiens. Alors j'ai décidé de les intégrer au protocole. Maintenant, chers sujets, préparez-vous à découvrir quel futur vous pourriez construire ensemble. Module exploratoire neuronal collectif activé. Extraction dans 3, 2, 1. Sujets aptes à transformer leur avenir collectif. Fin du protocole.